Installez-vous, mesdames et messieurs, votre numéro, l'Afrique dans tous ses états, va démarrer dans un instant. Vous le savez, cette émission met en avant, surtout donne la parole à celles et à ceux qui vivent l'Afrique au quotidien. Un rendez-vous unique où les téléspectateurs sont au centre du débat. Vous le savez, chaque semaine, nous sillonnons les réseaux sociaux, Internet, afin de découvrir les sujets qui ont suscité votre intérêt. Alors, le bilan, nous avons 3 sujets qui ont été répertoriés. Je vous les nomme tout de suite. Alors, le premier sujet que nous allons aborder ici dans cette émission, c'est le discours, le fameux discours du président Emmanuel Macron, l'Afrique s'indigne. Ensuite, nous irons au Bénin, entre l'attaque qu'il y a eu tout récemment et Kémy Séba, activiste panafricain franco-béninois, président de la République du Bénin. Bonne question, mesdames et messieurs. Et enfin, Tchad, attaque du palais présidentiel. Mais que se passe-t-il chez Déby? Voilà, mesdames et messieurs, les 3 sujets que nous allons aborder avec vous, chers téléspectateurs, mais aussi avec notre téléspectateur du jour qui est avec nous. Il s'appelle Mamadou Sow. Vous êtes fondateur de la chaîne Soninké. Bienvenue à vous. Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Avec grand plaisir. Et on a vu votre vidéo passer dans l'émission tout récemment. On continue avec les chroniqueurs du jour qui sont en face de vous. Nous avons Babadem. Vous êtes journaliste. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour au plateau. Bonjour à Aïssatou et bonjour à nos commentateurs et téléspectateurs. Et téléspectateurs et commentateurs, effectivement. On continue avec Cyril Bondoukoulata. Vous êtes fondateur des Hyperconscients de la plateforme. Effectivement, bonjour Aïssatou, bonjour à tout le monde. Toujours un plaisir d'être là pour décrypter l'actu africaine de la semaine. Exactement, mesdames et messieurs, nous décryptons ce qui a marqué vos esprits toute la semaine. Alors, avant cela, on va donner la parole à nos téléspectateurs, à défaut d'avoir des vidéos. Cette fois-ci, on continue avec les commentaires. Oui, vous êtes au cœur de cette émission. Alors, on va remercier Afromentalité 97-86 qui, je cite, bonsoir à tous et merci encore pour ce concept unique qui donne la parole aux commentateurs. Vous avez une fois de plus fait preuve de hauteur et de sagesse en lisant les commentaires critiques et vos réponses en disent long sur l'état d'esprit de chacun de vous. Un nouveau souffle au sein de la grande majorité de la jeunesse africaine qui n'en peut plus de la domination des Occidentaux et de la trahison de certains Africains. C'est ensemble qu'on y arrivera, car je ne veux pas que mes enfants subissent et vivent ce que nous vivons aujourd'hui. Force et courage à Vox Africa, force et courage à l'AES, l'Afrique libre et prospère, ou la mort. Nous vaincrons. Voilà, on en pense quoi? Pour le coup, il a bien résumé. Déjà, il nous remercie. On le remercie aussi. On le remercie et force et courage à lui et à ses enfants qui vont suivre les pas de soit de son père ou de sa mère. Exactement. Mais c'est un beau message. C'est un beau message, exactement. Merci en tout cas. On continue avec un autre commentaire. Les chroniqueurs invités, c'est pas trop ça. Mais le Cyril en question, qui est-il? Oui, Cyril, qui êtes-vous? Alors, est-ce réellement un panafricain? J'ai énormément de doutes. Au vu de ses propos, il ne suffit pas d'utiliser des termes complexes pour se faire passer pour un intellectuel. Es-tu un intellectuel, Cyril Bondoukoulata? Bon, un intellectuel, c'est un grand mot, c'est pas nécessairement à moi de le dire. Enfin, de manière assez pratique, c'est vrai que j'ai étudié droit et sciences politiques à l'université. Mais est-ce que ça suffit pour être pour le que coup j'ai quand même un bagage pour quand même analyser, ne serait-ce qu'un minimum, ce qui se fait d'un point de vue politique. Après, je note le commentaire, j'apprécie tout à fait le retour. Ce que je peux dire à ce commentateur, c'est que peut-être à la lecture un petit peu de mon décryptage, je ne suis peut-être pas nécessairement allé totalement dans son sens. On ne peut pas toujours aller toujours dans le même sens que tout le monde, mais je note son commentaire et puis voilà, on s'en inspire pour s'améliorer. Il pointe du doigt les termes complexes utilisés. C'est vrai que souvent, on dénonce un peu les propos tenus par nos dirigeants, oui, par ceux qui ont fait des études, que ce soit en France ou ailleurs, et ils aiment utiliser des termes complexes alors qu'ils s'adressent à une population des fois qui pas forcément comprendre, et tout simplement parce que c'est pas la langue maternelle de ces gens. Et justement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est un très bon point et je vais m'en inspirer pour essayer de m'améliorer. Je fais absolument pas exprès d'utiliser les termes que j'utilise, ça vient naturellement, mais je prends en compte ce retour et essaierai de simplifier au maximum. En tout cas, ça n'engage que lui, bien sûr. On continue avec Alain Bongoura. Seul Monsieur Dem comprend ici les choses. Vous savez que si on est allé voter en Afrique de l'Ouest, l'AES va le remporter devant la CEDEAO avec une majorité écrasante. Tu y crois ça, Baba? Oui, quand il dit le vote, c'est le vote populaire. Et forcément, quand on parle du peuple, c'est la tendance. Et je suis complètement d'accord. Pas parce qu'il m'encense, mais c'est ce que je crois, effectivement. D'accord. Vous en pensez quoi, vous, monsieur? Je pense qu'il a raison sur le vote populaire.
Si on allait au vote aujourd'hui, les pays de l'AES, en tout cas l'AES remporterait plus de voix face à la CEDEAO. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui aspirent à un changement. Et je pense que l'Afrique, la plupart dans les pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est que les votants, ils sont beaucoup plus jeunes. Et de ce fait, je pense qu'effectivement, il y a de fortes chances que la CEDEAO puisse disparaître si on allait au vote. D'accord, très bien, c'est votre avis. À moins, on continue avec Cérébro 93 qui dit à moins de ne pas l'avoir écouté ou d'être de mauvaise foi, l'entretien du général Tiani manquait de tout sauf de preuves. J'ai rarement vu et entendu un homme politique de son envergure donner autant de preuves en l'espace de 2 heures. Tiani a même prévenu en avance les mouvements du 43e BIMA. Il vous faut quoi en plus à vous, personne sur le plateau et moi y compris? Non, moi j'ai tenu le discours. En tout cas, j'ai dit qu'il ne fallait pas plus de... Il a donné que des preuves. Donc c'est plutôt, je pense, à notre ami Cyril. Bon, moi, je pense que le commentaire... Est-ce que tu confirmes sur le fait que M. Tiani, le général Tiani, a donné assez de preuves pour qu'on ne remette pas en question ses propos? Effectivement, donc moi je pense que ce commentaire par rapport aux preuves faisait plus référence à la posture de Stéphane. Moi je n'avais pas nécessairement remis en question cette question de preuves que Stéphane qui était l'invité de la semaine dernière. Et je ne pense pas nécessairement que lui, dans son postulat, il estimait que le général Tiani n'avait pas apporté quand même un certain nombre de preuves. Son postulat, c'était plutôt que, bon, voilà, pour que ce soit vraiment irréfutable, il fallait peut-être renforcer ses preuves davantage avec peut-être un peu plus d'images ou quoi que ce soit, mais il n'a pas nécessairement remis en cause cette question de légitimité des preuves. Selon lui, il parlait vraiment plus pour ne pas que ce soit irréfutable auprès de ces pays de la CEDEAO qui tendent à le contester. Ouais. On continue avec Moumadi 606. Bonjour à toute l'équipe. S'il vous plaît, regardez bien le calibrage intellectuel des invités. L'habit ne fait pas du tout le moine. Nous vivons un moment majeur pour l'histoire de l'homme noir et de notre continent. Grâce à l'AES, des millions d'Africains se sentent fiers et forts. Un chemin des possibles s'ouvre pour ces générations. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de parler de comment le Burkina a pu liquider une dette de 4,5 milliards de dollars, presque 3 000 milliards de francs CFA, sans aucun prêt auprès des organismes occidentaux? C'est quand même une prouesse incroyable, surtout en une année. Donc on n'a pas forcément l'information, en tout cas les moyens aujourd'hui de pouvoir en discuter, mais effectivement merci beaucoup pour le sujet. Et comme il dit, et il insiste dessus, nous vivons un moment majeur pour l'histoire de l'homme noir et de notre continent. Grâce à l'AES et à ses présidents, des millions d'Africains se sentent fiers et forts. Vous en pensez quoi de ces propos? Je pense qu'il a raison. L'aspiration, parce que vous savez, l'Afrique, ça fait 60 ans qu'on attend en fait un changement. Et on nous a vendu pendant très longtemps avec des présidents soi-disant intellectuels qui ont appris dans les universités en Europe, aux États-Unis, qui sont revenus en pensant qu'ils allaient changer, apporter un changement. Aujourd'hui, nous constatons que c'est des enfants d'Afrique qui grandissent en Afrique, nés en Afrique et qui ont appris en Afrique, qui apportent un changement et les changements qui est attendu depuis toutes ces années. Et je pense effectivement que le téléspectateur, il a parfaitement raison. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Mesdames et messieurs, nous démarrons les thèmes que nous allons aborder avec nos téléspectateurs, avec vous, bien sûr, Monsieur Sow, et nos chroniqueurs. Alors, on revient surtout sur les propos du président Emmanuel Macron. Donc, moi, je vais reprendre les termes qui ont été souvent cités dans les différents commentaires que nous avons pu regarder, vus. Condescendant, hautain, rancunier, frustré, culotté. Voilà les mots qui sont revenus le plus souvent sur les plateaux de télé, aussi bien sur le continent africain que ici en Europe. Avant de vous poser la question qui est importante, vous en tant qu'Africain vivant en France, comment vous l'avez vécu ce discours-là, comment vous l'avez pris? Mais avant, on va regarder la vidéo. Ensuite, Babadem, tu nous feras un point de la situation. Allez, on regarde et puis on revient. Face à une hégémonie française en effondrement en Afrique, des Français s'interrogent à l'occasion de la conférence des ambassadeurs de France ce 6 janvier 2025. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu les pousser. Mais on l'a assumé ensemble. Depuis son compte Facebook, le Premier ministre sénégalais se veut ferme. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour entre la France et le Sénégal. Côté du Tchad, qui qualifie le narratif français de méprisant à l'égard des peuples africains.
Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ousmane Sonko, qui ne reconnaît ni la légitimité, ni la capacité de la France à assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Allez, de retour, mesdames et messieurs, sur le plateau. On continue sur ce sujet, le discours du président Emmanuel Macron. Babadem, un petit bilan. Oui, tout à fait. Donc c'est dans un cadre solennel de la conférence annuelle des ambassadeurs français qu'Emmanuel Macron a prononcé le 6 janvier 2025 un discours qui allait secouer les relations franco-africaines. Donc au bout d'1h12 de discours que le président a commencé à parler de la politique africaine de la France, et cela pendant 10 minutes. Donc il y abordera la question mémorielle, les relations sécuritaires et le Maghreb sont les 3 points dont il a abordé. Alors, nous allons examiner le contexte dans lequel ces mots ont été prononcés. Nous allons parler aussi des propos controversés du chef de l'État et nous allons évaluer les réactions et les conséquences diplomatiques de cette sortie médiatique. Alors, le contexte tendu des relations franco-africaines, Emmanuel Macron s'exprimait dans un contexte de tension croissante entre la France et plusieurs pays africains. Ces dernières années, bien sûr, on a vu le retrait forcé des troupes françaises de nombreux pays comme le Mali, Burkina, Niger et plus récemment le Sénégal et le Tchad. Ils ont mis fin donc à leur accord, sans oublier la Côte d'Ivoire. Cette vague de départ marque un tournant historique dans la relation franco-africaine, signalant la fin d'une ère d'influence militaire française sur le continent. Alors, les propos controversés du président français. Lors de son discours, Macron a affirmé que la France n'était pas en recul en Afrique, mais simplement lucide et en train de se réorganiser. Il a ensuite déclaré que les dirigeants africains avaient oublié de dire merci pour l'intervention militaire française contre le terrorisme, ajoutant qu'aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée. Ces propos ont été perçus comme paternalisme méprisant, ravivant donc les accusations de néocolonialisme à l'encontre de la France. Alors, les réactions et conséquences diplomatiques. Les déclarations forcément de Macron ont provoqué une levée de boucliers en Afrique. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a qualifié donc ces affirmations de totalement erronées, soulignant que la décision pour le Sénégal de mettre fin à la présence militaire française était souveraine et que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer la souveraineté. Même son de cloche du côté du président tchadien Mahama Idriss Itno a exprimé lui son indignation, accusant Macron de tenir des propos qui frisent le mépris envers l'Afrique et les Africains et qu'il s'était trompé d'époque. En France, il y a eu aussi des réactions en France, donc l'opposition de gauche a dénoncé un paternalisme néocolonial intolérable. Donc ces réactions ont aggravé le fossé d'incompréhension entre Paris et plusieurs États africains, provoquant une nouvelle crise plus ou moins diplomatique et renforçant les critiques envers la politique africaine de la France. Après ces propos, quelles sont les perspectives pour les relations France-Afrique ? Bonne question, Baba, question à laquelle on va répondre dans cette émission. Alors, je réitère, moi, ma question. On a vu tout ce qui s'est passé, notamment les différents propos, donc aussi bien pour Haïti que pour Mayotte de la part du président Emmanuel Macron. Maintenant, place à l'Afrique. Alors, vous, encore une fois, en tant qu'Africain vivant ici, en France, peut-être même franco-africain, comment avez-vous reçu donc, ce discours-là de la part du président Macron ? Avec honnêtement, quand j'ai vu ce discours, je me suis dit c'est peut-être une intelligence artificielle, quelque chose comme ça. C'était trop gros ? Oui, je me suis dit c'est pas possible qu'un président de la République d'un pays comme la France puisse s'exprimer comme ça. Mais ensuite, j'ai vu les médias officiels qui revenaient sur cette question-là. Et là, j'ai commencé à me poser vraiment les questions sur les capacités réelles d'Emmanuel Macron de tenir un discours surtout sur l'Afrique et de pouvoir aussi renforcer les relations entre la France et l'Afrique. Et je pense que Emmanuel Macron fait j'ai envie de dire une connerie diplomatique, puisque aujourd'hui, l'Afrique, tous les pays du monde se battent pour effectivement avoir ces relations privilégiées avec l'Afrique. Et lui, il est en train de se tirer une balle dans le pied, justement pour faire en sorte que l'Afrique ne puisse pas commercer de manière légale, équitable avec la France. Et je pense que c'est regrettable pour la France, et la France ne mérite pas ça, les Français ne méritent pas ça. Et il faut aussi rappeler
que les Africains, les gouvernants ou les dirigeants africains ou les peuples africains n'ont aucun problème avec les peuples français. C'est plutôt la politique française qui fâche les Africains. Donc c'est ce que j'avais envie de dire. Mais par rapport à ça. On va commencer par là, et c'est très clair ce que vous dites. Moi, pour le coup, on va continuer. Quels sont les propos qui vous ont le plus marqué, auxquels vous ne vous attendiez pas du tout, on va dire? Bon, moi, s'il y a un terme qui a quand même attiré mon attention, c'est celui d'ingratitude. Je trouve que c'est un mot quand même assez fort, et je rejoindrai la position de l'invité du jour en parlant de vraie faute diplomatique qui a donc été posée. Je n'ai pas nécessairement l'impression que sur le coup, le président Macron a pu véritablement se rendre compte de l'impact que ça aurait pu avoir sur non seulement les personnes qui sont en Afrique, sur le continent, mais également la grande diaspora africaine qui se trouve en France et qui s'est véritablement trouvée heurtée. Au-delà des réactions des présidents tchadiens, sénégalais et autres, c'est aussi un certain nombre de réactions de personnes issues même de la diaspora en France qu'on a été emmené à constater sur les réseaux sociaux. Et donc voilà. En parlant des réseaux sociaux, je vais lire un commentaire de la part de nos téléspectateurs. Macron ne fait tellement pas honneur à la France. Quelle incompétence notoire et quelle méconnaissance de l'histoire. Triste président. Baba. Triste président, effectivement. Mais moi, ça dénote au-delà de ce qu'ils ont dit, faute. Pour moi, c'est le manque de respect. Manque de respect, d'ailleurs. Si on suit l'actualité, il y a Madame Brigitte Macron qui s'était plainte que le président Macron méritait un respect par rapport aux Français. Mais si on regarde bien le discours a duré 1h43. Pendant 1h12, il s'est quand même attaqué à la Russie, avant d'arriver aux côtés des Français. Mais même en s'attaquant à la Russie, il y avait une sorte de respect. Mais dès qu'il est passé à 1h12, mais pour moi, c'est des insultes. Et pire, c'est la manière dont il l'a infantilisé, on dirait un colon. Sa phrase, quand il dit « nous avons été polis », si ce n'était pas, nous avons été polis pour leur laisser la primeur, mais sinon, ça vient de nous. Et pour certains États, entre eux, il fallait les pousser. Ça m'a rappelé exactement la phrase de Jacques Foccart, au moment où, quand il donnait les indépendances, il disait à l'époque à Léon-Mba, il a fallu pousser Léon-Mba pour qu'il accepte l'indépendance du Gabon. Donc il m'a fait penser à Gabon, mais il a injurié pour moi, ou insulté. Il a insulté les Africains. Et je pense que pour ceux qui ont compris les insultes, en tout cas pour une fois, et que c'était clair, il faudrait que les Africains maintenant repensent à autre chose. Et moi, il y a une chose qui me fait dire il faut qu'on quitte le franc CFA, et c'est par rapport à son... On en parlera. Merci beaucoup, Baba. On continue avec un commentaire. Les Français semblent s'inquiéter aussi. LOL, il est exaspérant. Notre avenir est s'assombrit. Et grâce à lui, les pays d'Afrique vont finir par définitivement nous tourner le dos, et leur avenir, que je souhaite brillant, se fera sans nous. Triste. Donc on se rend compte que l'étonnement s'inscrit même au-delà des personnes issues de la diaspora et des personnes sur le continent. C'est même un certain nombre de Français de souche qui s'étonnent un petit peu de cette sortie. Également pour renforcer ce que Baba vient de dire, hein, on a vraiment l'impression que le président Macron se trompe plus ou moins d'époque. Enfin, c'est vraiment l'impression qu'on a quand on se rend compte un petit peu du caractère un petit peu paternaliste de cette sortie. Et j'aimerais aussi souligner le raccourci même historique qu'il a été emmené à emprunter pour un peu justifier son positionnement. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre de soldats français qui sont morts au Sahel. Une vie de perdu, c'est déjà une vie de trop. Donc on n'en disconvient pas. Mais quand on prend en compte le lourd tribut africain et les personnes qui sont mortes sur le front pour défendre la France et défendre le monde libre, hein, n'est-ce pas? Si on doit reprendre cette expression, en soi, c'est vraiment un raccourci intellectuel. Et moi, j'ai une question. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser. À qui s'adressait-il le président Macron? Aux pays de l'AES, au Tchad, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, à toute l'Afrique? Moi, je pense qu'il a pris un raccourci. Il s'adressait forcément en faisant allusion à la Côte d'Ivoire, puisque dans ses propos... Vous pensez que c'était à la Côte d'Ivoire? Oui, je pense, oui. Mais dans ses propos, il dit on a négocié.
Il a négocié avec qui? Puisque le Sénégal a démenti, le Tchad a démenti. Donc il n'a pas négocié avec ces pays-là, donc il a forcément négocié avec la Côte d'Ivoire. Et il a dit on a laissé la primauté. Mais là, le silence de la Côte d'Ivoire prouve en fait que Macron s'adressait effectivement à la Côte d'Ivoire pour se dédouaner un peu de ces manques d'efficacité ou de ce refus de l'Afrique, de l'armée française plus exactement en Afrique. D'accord, donc c'est vraiment votre point de vue. Oui. Pour le coup, tout le monde n'est pas d'accord avec cela, sur le plateau même. En soi, je ne pense pas nécessairement. Et juste pour compléter ce qui vient d'être dit, il y a le porte-parole du gouvernement ivoirien qui s'est exprimé dessus hier en disant que effectivement le président Macron n'avait rien dit de plus que ce que le président Ouattara avait avancé durant son discours du 31 décembre. Donc, c'est juste pour vous, il ne s'adressait pas à la Côte d'Ivoire, non, comme mais le pour dit moi, c'est M. une frustration globale envers un certain nombre de pays africains, donc notamment les pays de l'AES. Donc voilà, ça c'est surtout ça ma lecture. À qui s'adressait-il selon vous? À toute moi, l'Afrique? Non, pas toute l'Afrique. Ils ont des amis, déjà, il a dit le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, sont Bénin, les nouveaux amis de la France. Ils ont créé de nouvelles, Bénin, ils ont inventé je ne sais plus c'était quoi, la stratégie de la défense. Non, pour moi, il s'adressait au Tchad. D'accord. Pour moi, il s'adressait au Tchad. Parce que la Côte d'Ivoire, à la limite, effectivement, le président Ouattara a dit que c'était concerté et organisé. Donc, il l'a reconnu. Mais c'était plutôt le Tchad. Et d'ailleurs, quand on écoute bien Jean-Marie Bockel, il dit que c'est quand le ministre des Affaires étrangères est parti, alors que lui, parce qu'il fait référence au rapport que Jean-Marie Bockel a dû donner en octobre au président Macron. Il dit, mais quand tout se passait bien, jusqu'à quelques minutes après le départ eux-mêmes, ils n'ont pas compris, donc ça les a surpris. Mais pour moi, Macron, c'est surtout le Niger et son uranium qui fait qu'il l'a encore à travers de la gorge. Après, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est à la question, on a dû les pousser. Est-ce qu'on a poussé Ouattara? C'est ça la vraie question. En tout cas, pour éviter donc l'incident diplomatique généralisé sur le continent africain, donc certaines personnes de ces équipes essayent de rattraper un peu le coup en disant que non, il s'adressait plutôt à quelques pays comme le Mali ou le Tchad. Oui. Voilà, pour éviter de généraliser, mais malheureusement, ce n'est pas passé. Et même d'autres personnes au sein de son parti se sont désolidarisées. Et donc on dit comme quoi les propos n'engageaient que le président. Les propos du président ont été jugés comme étant déplacé, inadapté, inexact. Ces discours, en fait, oui. Malheureusement, il n'a pas été partagé par beaucoup. Sauf que son ministre de la Défense a aujourd'hui dit que l'influence de la France en Afrique ne se limite pas qu'aux bases militaires françaises. Donc, et il a raison, quoi qu'il en soit. Oui, après, ça continue dans... Mais juste pour rebondir deux choses, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Sénégal, Ousmane Sonko savait très bien que Macron ne parlait pas forcément du Sénégal, mais il s'est mis en posture en panafricain pour répondre en tant qu'Africain. Là où la Côte d'Ivoire, eux, ils ont dit non, nous, ça ne nous concerne pas, donc on n'a pas à y répondre. Donc voilà. Effectivement. Effectivement, deux façons différentes de réagir. Oui, parce que moi, je pense que dans son discours, non seulement il s'adresse directement à la Côte d'Ivoire, parce que moi je pense que quand il parle de négociations, il a négocié avec qui? C'est le seul pays en Afrique où il y a encore des bases françaises qui n'a. Oui, mais les Gabon n'a pas annoncé. Oui, mais effectivement, mais le Tchad a démenti. Qu'il y a eu des négociations, c'est une décision qui a été prise, une volonté émanant du gouvernement tchadien. Oui, mais il y a eu des négociations en amont. Ils l'ont dit, c'est dans le rapport. Jean-Marie Bockel a fait le tour et même quand le Sénégal était venu, Diomaye Faye était venu en France, on lui a posé la question sur les bases et c'est là où en fait, peut-être que ce que veut dire M. Sow, c'est le fait que quand le président Macron dit comme quoi on a laissé la primeur de l'information donc au pays, effectivement, là par rapport à la Côte d'Ivoire, on est d'accord, on parle de concertation, donc c'est ce qu'il a annoncé, et deux, il parle de primauté de l'information. Mais de qui parlerait-il quand il parle d'ingratitude, s'il parle de la Côte d'Ivoire? Alors quand il parle de l'ingratitude, là il ne parle pas forcément de la Côte d'Ivoire. Voilà, d'accord, donc il s'adresse pour vous à la Côte d'Ivoire, mais pas seulement à la Côte d'Ivoire. Nous avons laissé la primauté de l'annoncer, puisque c'est le seul pays, je vais dire, qui a de manière concertée, oui. Mais après, quand il parle de l'ingratitude, c'est forcément, il s'adresse peut-être au Mali et au Tchad.
pour ce qui s'est passé, parce qu'après, tout juste après, il revient sur les événements de 2013 en disant s'il n'y avait pas eu la France et tous ces pays-là, aucun de ces pays-là ne serait souverain aujourd'hui. Et c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, effectivement. Donc je vais vous lire un commentaire, Monsieur Sow. Alors, de Moulay Fofana. Alors, nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné Macron. Le remerciement revient à Dieu, pas à lui. Nous prions pour qu'il puisse avoir un 3e mandat, si possible. Ainsi, nous pourrons consolider nos souverainetés. Vive l'AES, vive le trio Goïta, Traoré et Tiani. Peut-on remercier le président Macron finalement ? Oui, d'une certaine façon, oui, on peut remercier. C'est parce que on a toujours connu des présidents qui nous ont pris au niveau de la gorge, surtout au niveau du finance. On a compris qu'avec Emmanuel Macron, qu'il y avait une possibilité de s'échapper. Et beaucoup de chefs d'État ont compris cela. Et les temps changent aussi. L'information est plus ou moins équilibrée avec l'avènement des réseaux sociaux. On voit mieux ce qui se passe en Afrique. On s'exprime beaucoup plus par rapport à avant. Donc c'est une opportunité d'avoir un président qui a relâché un tout petit peu la pression sur l'Afrique pour justement asseoir cette souveraineté et cette soif d'être indépendant réellement. Donc Cyril, je réitère la question. Oui, l'Afrique est ingrate. Elle n'a pas assez remercié le président Macron, comme le dit le commentaire. En soi, concernant un petit peu la brèche, et ce serait peut-être ça l'héritage diplomatique d'un Macron, notamment en termes de relations avec l'Afrique francophone, c'est qu'il a vraiment en soi ouvert les valves pour permettre à un certain nombre de pays de prendre leurs responsabilités, surtout avec des sorties comme ça, qui tendent, et je pense que vraiment l'impact de ça, même sur les personnes les plus modérées, c'est que voilà, ça tend quand même à faire monter un certain nombre de sentiments de frustration, pour ne pas dire anti-français. Et voilà, effectivement, ça laisse la porte ouverte au discours qui tend à pousser pour une décolonisation complète. Exactement, donc oui, remerciement de la part du continent africain. En tout cas, il y a pas mal de commentaires qui insistent sur ce point-là. On continue. Cette petite guéguerre, donc commentaire de Alain Tang, cette petite guéguerre ne nous sert à rien. Nous utilisons leur monnaie et nous sommes encore très vulnérables. Concentrons-nous sur notre développement et notre indépendance économique et plus tard monétaire. Là, nous pourrions parler fort. A-t-il raison ? Baba, tu le disais tout à l'heure, effectivement, comment taper sur un pays qui nous fournit une monnaie ? Absolument. Mais c'est là où on peut remercier Macron. C'est qu'effectivement, c'est pour ça que je dis aux gens aussi d'écouter Tiani, son discours de plus de 2 heures de temps. Il a bien parlé du CFA. Au lieu de dire CFA, il a dit CFRAN. Et il a dit que la France utilise le franc CFA comme monnaie, c'est-à-dire qu'ils peuvent fabriquer autant de francs CFA qu'ils veulent. Aujourd'hui, un Macron fâché comme il est, et on le voit, il peut être dangereux pour l'Afrique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut dire, bon, allez, on met une planche à billets pour créer une inflation et détruire cette économie africaine pour qu'elle soit dépendante de nous. Récemment, à la CEMAC, on parlait de la dévaluation du franc CFA au niveau du... Donc c'est pour cela qu'à ce jour-là, ceux qui ont écouté vraiment Macron, en tout cas ceux qui ont cherché des arguments, là, ils n'ont plus d'arguments. On doit aller vers cette souveraineté juste pour nous protéger. Monétaire pour nous protéger. Effectivement, c'est un point très très important ce que vous dites, Babadem, et je suppose que vous confirmez donc ces propos. Oui, on doit aller vers une souveraineté monétaire parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé avec une monnaie étrangère. Encore plus maintenant après bien sûr, l'animosité en tout cas qu'a pu avoir le président. Il nous reste une chose, on parvient aujourd'hui à faire partir les bases militaires et les soldats français sur le territoire africain. Maintenant, si on arrive à se débarrasser de cette monnaie, je pense que demain, nous aurons quand même une Afrique qui serait capable de rivaliser du point de vue commercial avec d'autres pays. Je pense qu'aussi, avec l'ouverture qui s'est fait de plus en plus pressentir au niveau de la communauté, les BRICS, on parle maintenant des BRICS++. Donc je pense qu'il y a des opportunités qui se présentent et ces opportunités-là, il nous faut avoir notre propre monnaie pour pouvoir et aussi aller challenger d'autres pays qui sont membres de ces pays et pouvoir commercer avec ces pays. Bien sûr, mais la question de la monnaie, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, rien n'avance, en tout cas de concret, a été posé sur la table.
Et est-ce que demain, c'est pas aussi simple que de dire au revoir aux bases militaires? Là, malheureusement, il va falloir une organisation, donc soit nationale, soit régionale. Je pense qu'il faut pouvoir un peu prioriser un certain nombre de combats. Pour moi, la phase de développement, bien qu'étant liée un petit peu à toute cette dimension monétaire, ne figure pas en termes de priorité, ne doit pas figurer en termes de priorité dans l'agenda pour le développement. Faisons d'abord ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, avec ce qu'on a déjà à notre disposition, parce que ça, c'est un combat qui s'inscrit sur un temps très long. Encore une fois, on en revient encore. Est-ce que c'est pas le moment aujourd'hui de prendre, il y a une brèche, Macron peut, du jour au lendemain, demander à l'euro d'arrêter l'arrimage face au truc. Du jour au lendemain, il peut créer une inflation. C'est pour ça qu'on doit se protéger et créer une... Donc ça passe d'abord par un renforcement de la souveraineté d'un point de vue politique. Donc voilà, avoir des positions relativement fortes. Pour vous, c'est sauter des étapes C'est sauter des étapes parce que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. En soi, le fait d'avoir jusqu'à date, et je sais que c'est peut-être une position qui peut prêter à la controverse, le franc CFA arrimé à l'euro permet quand même d'avoir une certaine stabilité jusqu'à preuve du contraire. Et donc je pense qu'on doit essayer de faire le maximum avec ce qu'on a là pour le moment. Vous en pensez quoi de ces propos? Moi, c'est surtout ce qui me choque, c'est quand il dit effectivement qu'il faut, c'est un frein. On peut pas se développer. On peut pas. Non. Je pense que vous avez tort par rapport sur la question. Si, je pense que vous avez tort sur la question parce que aujourd'hui, la présence du franc CFA est plus grave que les bases militaires. Moi, je préfère avoir une monnaie africaine et avoir une base militaire. Oui, parce qu'au moins je sais que j'ai ma monnaie. Au moins je sais que je ne serai pas déstabilisé économiquement. Vous contrôlez votre politique monétaire. Exactement. Parce que les bases militaires, c'est beaucoup plus facile à les enlever. Il suffit de faire comme ce qu'ont fait les Tchadiens. Vous amenez les Russes dans la même base avec les Américains, les autres, ils vont partir. C'est beaucoup trop facile de les enlever. Maintenant, c'est débarrasser d'une monnaie, surtout une monnaie coloniale qui met à genoux aujourd'hui les économies des milliers d'Africains. C'est beaucoup plus difficile, en fait. Donc, je préfère, pour moi, que ce soit une priorité. Et je pense même que ça doit être une priorité pour tous les pays africains. Franchement, tous les pays membres de cette organisation-là, qui est l'UEMOA, doivent travailler dans le sens de sortir de cette monnaie qui aujourd'hui n'arrête pas de tuer les économies africaines. L'UEMOA, la CEMAC, et la CEMAC aussi, effectivement. Oui, c'est ça, il faut aller, ça doit même être une priorité par rapport Contrairement à ce que dit Cyril, par rapport aux militaires et le politique. Consolider les acquis et voire renforcer la souveraineté alimentaire, politique, etc. Avant je voulais juste rajouter une petite chose qu'on n'en a pas parlé, mais c'est très rapide. Si on écoute bien le discours de Macron, j'ai l'impression qu'il voulait diviser l'Afrique. Parce qu'à un moment donné, il dit, l'Afrique l'Afrique anglophone, c'est quand même 100 millions, excusez-moi du peu, c'est 120 millions. À un moment donné, il parle du Bénin, il parle donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus et aller vers notre... Donc rapidement pour finir, donc les réactions des présidents, on va quand même remarquer le silence des pays de l'AES. Aujourd'hui, aucun président des pays de l'AES a pris la parole face au discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est stratégique? Ont-ils eu raison? Pour le coup, beaucoup disent oui. Oui, je pense qu'ils ont raison de ne pas répondre à ça. Vous avez vu, même au Sénégal, ils ont laissé les soins au Premier ministre de répondre. Ce n'est pas le président de la République qui a répondu. Je pense que Macron, il doit se sentir un peu vexé qu'il soit répondu par des simples... en fait, je pense qu'en Afrique, on a compris maintenant, il faut le réduire... à un niveau... D'accord, mais moi je trouvais que c'était fort quand même que ce soit, au lieu que ce soit les pays de l'AES qui répondent, mais que ce soit plutôt le Sénégal et le Tchad qui ont bien répondu, en tout cas pour beaucoup, ont bien répondu avec les bons mots et les bons rappels historiques. Je pense qu'ils vont répondre. Ils vont répondre, mais ils ne vont pas le faire de manière directe. De façon frontale. Voilà, donc ça va être peut-être dans les événements, les inaugurations pour mettre une petite tacle. Mais c'est quand même différent. Donc, Baba, vous en pensez quoi? Non, je pense que celui qui a répondu tout de suite et qui était le mieux placé pour répondre, c'est Ousmane Sonko. Et il a bien répondu, c'est-à-dire de manière assez très structurée sur 3 points. Et la phrase qui peut tuer, c'est en disant il oublie que s'il n'y avait pas eu les Africains, il serait en train de parler allemand. Donc non, je pense que tout le monde a rejoint le texte de Ousmane Sonko et même du ministre tchadien. Mais je pense il avait tout dit
au nom des Africains, pour les Africains. Donc je pense que ça suffisait ouais, amplement, que ce soit pour le président Sonko, le Premier ministre Sonko ou le président tchadien, M. Déby. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit avec le deuxième sujet de cette émission Destination, le Bénin, qui a subi donc une lourde attaque tout récemment, et aussi une annonce officielle à la présidence, en tout cas à la candidature à la présidence, Kémi Séba, de militant panafricaniste à président du Bénin, point d'interrogation. Allez, on regarde une vidéo et puis on en parle ici sur le plateau. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux dimanche 5 janvier 2025, le militant panafricaniste béninois Kémi Séba a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle 2026. Cette déclaration intervient alors que le président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, ne peut briguer un troisième mandat en vertu de la constitution du Bénin. J'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste a présenté des options qui lui permettraient de se présenter à la magistrature suprême de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il peut notamment compter sur le parti Les Démocrates de l'ancien président Boni Yayi, l'unique parti politique de l'opposition ayant le nombre de parrainages suffisant pour se présenter aux élections. Parce que nous nous devons d'être le plus pragmatique. Il est important que l'on se rappelle que notre pays est pris en otage et que les lois de la République du Bénin ont été des plus viciées ces dernières années. Allez, de retour sur le plateau, mesdames et messieurs, Kémi Séba, président de la République du Bénin, avec des défis sécuritaires qui ne font qu'augmenter, avec une lourde perte de plusieurs dizaines de soldats. Donc, on vous laisse la parole. Effectivement, c'est vrai que le Bénin était un petit peu au centre de l'actualité cette semaine, en commençant par Kémi Séba. Kémi Séba, donc figure emblématique du panafricanisme, qui a donc récemment créé la surprise en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle béninoise de 2026. Dans une déclaration publiée le 5 janvier sur les réseaux sociaux, l'activiste a affirmé vouloir incarner une rupture totale avec le système politique actuel, qu'il accuse d'être dominé par des élites corrompues et inféodées aux intérêts étrangers. Alors, Kémi Séba s'est montré particulièrement critique envers le président Patrice Talon, dénonçant une gestion qu'il juge favorable aux multinationales et éloignée des préoccupations du peuple béninois. Selon lui, le Bénin traverse une grave crise sociale et économique marquée par des inégalités croissantes et une perte de souveraineté nationale. Mais cette candidature ne sera pas sans défi. Il faut savoir que le code électoral béninois impose des conditions strictes, notamment l'obligation pour tout candidat d'être parrainé par des élus locaux ou nationaux. Or, Kémi Séba n'appartient à aucun parti politique traditionnel. Donc, conscient de cet obstacle, il a présenté 3 stratégies possibles. Donc, d'une part, obtenir le soutien du parti d'opposition, les démocrates de Boni Yayi, donc de l'ancien président, former une coalition pour réformer la loi électorale ou mobiliser massivement la population pour ce qu'il appelle une révolution pacifique. Au-delà du Bénin, cette annonce s'inscrit dans une dynamique plus large. Donc, Kémi Séba veut faire de cette élection un symbole de la lutte panafricaine contre ce qu'il qualifie de néocolonialisme. Il ambitionne d'unir les peuples africains autour d'un projet de souveraineté et d'autodétermination. Reste à voir si cette candidature pourra réellement se concrétiser dans un paysage politique souvent hostile aux figures alternatives. Mais une chose est sûre, c'est que Kémi Séba entend bousculer l'ordre établi et inscrire son combat dans les urnes. Une bataille qui promet d'être aussi politique qu'idéologique. Effectivement, merci beaucoup pour ce point concernant la candidature du candidat Kémi Séba. On va réitérer l'information concernant l'attaque du nord du Bénin du 8 janvier 2025, qui est passée un peu inaperçue. En tout cas, le 8 janvier 2025, on a plus parlé de l'attaque du Tchad dont on va discuter dans un instant. Cette attaque a eu lieu dans la zone appelée Point Triple, car à la frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, la plus meurtrière pour l'armée, on l'a dit plus tôt, qui met en lumière les défis sécuritaires croissant dans la région et la nécessité d'une coopération renforcée pour contrer, et encore une fois, l'expansion du terrorisme en Afrique de l'Ouest. En réponse, on tient quand même ici à le dire, les forces armées béninoises ont lancé une contre-offensive neutralisant environ une quarantaine d'assaillants. Alors, on le dit, on réitère, on insiste dessus, oui, il y a des frontières, mais elles sont
poreuse, mesdames et messieurs, voire inexistante même aujourd'hui pour les terroristes, confirmant que le terrorisme est un défi, certes, national, c'est un défi africain, c'est un défi mondial, et ça, il faut vraiment qu'on en ait conscience et qu'on travaille ensemble pour finalement résoudre cette problématique qui nuit à tant de personnes, encore une fois, et qui fait trop de morts. Alors, réaction, on va commencer par Kémi Séba. Kémi Séba, président du Bénin, vous y croyez, vous? Oui, effectivement, je pense qu'il a ses chances, puisqu'aujourd'hui, les tendances montrent en fait qu'il bénéficie quand même d'un soutien du Parti démocratique. Il bénéficie quand même d'un soutien de poids. Et je pense qu'il a ses chances, puisque ces partis démocratiques dont on parle aujourd'hui n'a pas présenté au moins un candidat de manière officielle. Pour l'instant, effectivement. Oui, donc je pense que s'il arrive à convaincre les membres du Parti démocratique, et qui d'ailleurs, ces idéaux ne sont pas très loin, ne sont pas très éloignés de l'idéologie, en fait de ce qu'eux ils défendent, et surtout les combats qu'ils ont menés. L'autre facteur aussi, c'est parce que les présidents actuels ne seront pas candidats. Donc les candidats France aussi, on ne sait pas trop si ils vont avoir un candidat qui va être accepté par tout le monde, notamment, vous savez, quand il y a forcément, il y a les patrons qui partent, là, il y a toujours des problèmes de succession. Est-ce qu'il va y avoir une fracture ou pas dans le camp de la majorité? Donc je pense que tous ces facteurs réunis... Et vous n'êtes pas le seul à penser cela. Donc on a un commentaire d'un téléspectateur, donc Phil TV, qui dit « Quelle chance pour le Bénin. Je suis sénégalais, je vote pour ce parrain. Que les Africains se réveillent, soyons unis, votez pour ce géant. » Alors, il n'est pas béninois, il est sénégalais. Pour le coup, effectivement, Kémi Séba, c'est un militant panafricain, donc très apprécié par la jeunesse africaine, mais la jeunesse africaine, et donc dans son ensemble, entre guillemets, voilà, c'est pas que les Béninois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, Babadem, vous pensez que Kémi Séba a des chances de pouvoir remporter la présidence? Après, on parlera des différents défis, à savoir, voilà, est-ce qu'il est déjà présidentiable? Bonne question. Est-ce que vous considérez que oui, il a un soutien non négligeable en Afrique, certes, mais ça ne suffit pas, au Bénin surtout? Parce qu'au Bénin, en fait, c'est difficile de dire s'il il a ses chances de remporter la présidentielle, mais par contre, j'aime bien son côté, sa posture, son audace même de se présenter, et il se met même dans une position où l'adversaire, ça sera difficile de gérer Kémi Séba. Parce qu'en gros, il est à l'extérieur, il sait que s'il vient au Bénin, il peut se faire arrêter. Le simple fait maintenant de déclarer à l'étranger sa candidature, dès qu'il vient au Bénin, s'il se fait arrêter, on va dire « Ah, on a arrêté un opposant parce qu'il était candidat. » Donc ça lui donne une certaine position. Mais au-delà de ça, ce qui m'a surpris, c'est la posture qu'il avait. Parce que généralement, Kémi Séba, c'est l'anti-France, le côté... alors que là, il a vraiment parlé des problèmes de la population, la cherté de la vie, l'attente de la population. Et dans un cadre assez apaisé, calme pendant 10 minutes. Et ça m'a surpris. Et il utilise aussi les réseaux sociaux. Donc... en toi, pour vous, vous considérez qu'il prend la posture d'un candidat à la présidentielle complètement. Vous en pensez quoi, Cyril? Donc, pour le coup, c'est une question que je vous pose. Nous sommes au moment des bouleversements en Afrique. On a des présidents jeunes à la tête de différents pays qui sont très appréciés par la jeunesse africaine. Il y a une certaine prise de conscience, il y a des mobilisations autour de la souveraineté. Est-ce que pour Kémi Séba, ce n'est pas le moment, en tout cas, de lancer, en tout cas, au moins sa candidature? Bon, effectivement, il se trouve qu'il y aura des élections en 2026. J'entends les arguments de Nambaba et je note également la posture dans laquelle il a voulu se présenter dans le cadre de cette vidéo. Donc, c'est-à-dire plutôt posé et avec des idées relativement bien établies. Mais je pense que dans le cadre des élections au Bénin et même pour tout pays africain, la partie de l'ancrage local reste quand même très important. Donc il se trouve que chose qu'il n'a pas. Chose qu'il n'a pas. À l'heure actuelle, je ne pense pas nécessairement que Kémi Séba ait un ancrage local assez solide pour pouvoir même prétendre être un vrai challenger, n'est-ce pas, du candidat du parti au pouvoir. Il faut aussi
quand on regarde la lecture politique et institutionnelle sur place, il y a un certain nombre de barrières qu'il va devoir d'abord, dans un premier temps, faire sauter, ne serait-ce que même pour pouvoir être candidat, c'est-à-dire tous les parrainages qu'il faut dans un premier temps pour pouvoir se présenter. Il a avancé la piste d'une union avec les démocrates qu'il estime comme étant la seule voie possible pour potentiellement être élu, mais ça encore, ça reste à définir, hein. Tout ça c'est encore un petit peu au conditionnel, donc il y a quand même un manque d'enracinement institutionnel qui peut quand même le limiter dans sa volonté. Mais effectivement, on est d'accord avec vous sur ce point-là. Aujourd'hui, Kémy Séba a quand même pas mal d'obstacles institutionnels pour pouvoir prétendre à une candidature donc, aux élections présidentielles en 2026. Donc ça, on est tous réalistes. Il y a 3 éventuellement possibilités pour lui permettre d'accéder donc au moins à une possible élection. Mais laquelle est la plus probable, selon vous, la plus réaliste et la plus possible pour lui permettre donc cette candidature? Non, une chose qui répondrait aux inquiétudes de Cyril, ça serait s'il est endossé, en tout cas s'il est endossé par le Parti démocrate, ça lui permet d'éliminer... Mais est-ce que vous pensez que le Parti démocrate, donc le parti de Yahi Boni, va aller avec Kémy Séba et surtout va mettre Kémy Séba candidat du parti? Oui, moi je pense que c'est fort probable même, et je pense que ces partis démocrates-là ont intérêt à investir. C'est une chance pour eux d'avoir Kémy Séba. Effectivement, à investir. Donc toutes les faiblesses dont il a citées ici au niveau de l'ancrage national, donc le manque de lecture politique nationale, je pense que c'est quelqu'un qui est assez outillé et qui est bien entouré, qui est bien conseillé, et qui peut relever ce défi. On a dit la même chose sur Ousmane Sonko et Diomaye. Donc je pense aujourd'hui, il y a l'effet miroir qui est en train de s'installer en Afrique. On nous a parlé des putschistes. J'aime pas trop cette expression. On n'aime pas cette expression ici sur le plateau, effectivement. Effectivement, on nous a parlé du président qui sont arrivés au pouvoir au Burkina Faso et au Mali. On nous a dit qu'ils n'avaient pas d'expérience politique. Mais je dois rappeler quand même que le président du Burkina Faso, en peu de temps, il a fait beaucoup plus que ce qu'ont fait certains en 25 ans. Donc demain, on a Kémy Séba, demain on a Kémy Séba, c'est quelqu'un qui connaît les enjeux. Et sa politique ne va pas tout simplement à être comme son combat, les combats qu'il mène contre l'impérialisme. Je pense qu'il est conscient des enjeux. Il est conscient de ce qu'il est conscient qu'il y a une différence entre militant panafricain et président du Bénin. Effectivement, il faut juste voir son discours, il faut voir son timbre, il faut voir comment il parle. Est-ce suffisant, en tout cas, pour pas mal, est-ce suffisant, c'est la question que je vous pose. En tout cas, pour pas mal de commentateurs, oui. Il y en a un qui dit, donc, ceux-là qui trouvent qu'il n'est pas présidentiable ont juste peur et craignent déjà. C'est tout, sinon je ne vois pas en quoi ce monsieur, donc Kémy Séba, n'est pas présidentiable. Il est panafricaniste et critique le régime actuel, ce qui n'est pas du goût de ceux qui soutiennent Talon. Donc ils trouveront juste qu'il ne mérite pas ou qu'il n'a pas les qualités pour être président. En plus, l'annonce de sa candidature peut être un piège à l'endroit du régime en place parce que ce monsieur reste une équation difficile à résoudre. En tout cas, moi, je suis apolitique. Je peux continuer avec d'autres réactions. L'Afrique n'a plus besoin de marionnettes, mais plutôt de gens qui peuvent faire tête. Mais moi, je poserais la question même par rapport au commentateur précédent de savoir si cette personne-là est sur place au Bénin. Donc c'est facile d'avoir une lecture un petit peu des choses quand on n'est pas nécessairement dans le pays en question. Moi, j'essaie de vraiment analyser les choses vues sur le prisme d'un Béninois moyen qui se trouve au Bénin. Donc effectivement, je ne vais pas nécessairement me placer pour ou contre le combat de bien sûr, mais c'est Séba, important ce que vous dites. Plus par rapport à la posture de président du Bénin. Il se trouve que Kémy Séba, jusqu'à preuve du contraire, a fait l'essentiel de sa vie quand même en France. Je ne pense pas nécessairement qu'il soit suffisamment imprégné des réalités béninoises dont les enfants il a beaucoup parlé des réalités donc béninoises. Il dit comme quoi il décrit une crise sociale invivable pour les Béninois, poussant jusqu'au suicide, licenciement, hausse des prix. Donc propos qui ont été aussi pas mal contredits par des spécialistes disant que non, la situation du Bénin n'est pas aussi critique. Bon bref, en tout cas, à voir. Et comme vous le dites, monsieur Cyril, Kémy Séba, de la part de Innocent Salanon, Kémy Séba est un plaisantin, il n'a aucune popularité. Je ne suis pas allé jusque-là. Je ne sais pas ce terme. Bien sûr. C'est vraiment la présidentielle de décider après. Exactement. C'est un rigolo, monsieur Kémy Séba, un vrai plaisante et surtout un démagogue, c'est la honte. Donc
Finalement, on voit qu'il y a quand même une division assez nette entre les gens qui considèrent qu'il est présidentiable et qu'il peut être président, et d'autres non. Maintenant, revenons sur les points institutionnels, parce que c'est ça qui va finalement faire en sorte déjà qu'il se présente aux élections présidentielles. Alors, je l'ai dit plus tard, il a pas mal de défis institutionnels. Il a parlé de l'opération Jericho, à savoir il faut peut-être une révolution pour lui permettre de participer, en tout cas permettre à tous les candidats de participer. Il faut casser le code électoral pour permettre à tous les candidats qui le souhaitent éventuellement de participer à cette élection, ou éventuellement être investis par le Parti démocrate. Le mieux pour lui, ça serait le Parti démocrate. Ensuite, la révision qui permettrait de permettre à tous les candidats de se présenter. Mais par contre, pour la révolution Jericho, qu'il oublie. Et on parle aussi du rapprochement avec les pays de l'AES. Beaucoup de Béninois l'ont souligné. Commentaire, Kémi Séba, on ne va pas entendre. Il ne sert à rien de crier sur les plateaux et réseaux sociaux pour dire qu'on est panafricaniste. Quelle est sa vision pour le Bénin ? Il sert à rien de dire que le Bénin va se rallier à l'AES. Voilà un propos. Oui, je veux quand même réagir à ces commentaires, parce que je pense que les gens qui font ce genre de commentaires, ils n'ont pas peut-être lu les livres que Kémi Séba il a écrits. C'est que Kémi Séba il a développé quand même beaucoup de concepts sur l'économie négro-africaine. Donc ce n'est pas un novice dans cette histoire. Donc il connaît l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas parce que Cyril, comme il l'a dit, c'est pas parce qu'il a passé la plupart de son enfance en France qu'il ne connaît pas l'Afrique. Je dois vous rappeler ici que la plupart des présidents africains qui sont nés et grandis là-bas, qui ont fait quelques mois d'études ici en France et qui ont contribué à détruire l'Afrique. Donc ce n'est pas le lieu où tu es né, où tu as grandi, que tu comprends forcément les enjeux et les défis pour l'Afrique. Je pense que c'est l'une des personnalités africaines, surtout en Afrique de l'Ouest, qui comprend les mieux les enjeux des populations et également les besoins qu'on a aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et justement, je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi rapporter ces solutions-là. Donc vous pensez que les personnes qui critiquent finalement Kémi Séba, ce sont les personnes qui ne connaissent pas l'intégralité du personnage, à savoir, oui, c'est un militant panafricain, mais c'est une personne qui connaît le continent africain, c'est une personne qui a écrit sur le continent africain. Il a sillonné l'Afrique. Il a sillonné l'Afrique, effectivement. Il a été dans plusieurs pays africains. Il a lancé des projets en Afrique, des actions concrètes. Ce n'est pas un novice dans cette histoire, dans la recherche de la solution pour le développement de l'Afrique. Ce n'est pas un novice, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et il est parfaitement conscient des enjeux, et je pense qu'il peut apporter des solutions. Alors, comme on dit, qui vivra verra. Alors, mesdames et messieurs, voilà, c'était le deuxième sujet du jour. On continue, on va terminer avec le troisième sujet. Destination le Tchad. Alors, attaque au palais présidentiel, mais que se passe-t-il chez Déby? Allez, on vous donne la parole. On donne la parole à toi, Baba. Et d'abord, on va regarder la vidéo et puis on revient. Des échanges de tirs pendant près d'1 heure dans le centre-ville de N'Djamena, la capitale tchadienne. Aux alentours du palais présidentiel, mais également à l'intérieur de l'enceinte, où un commando armé d'une vingtaine de personnes aurait pénétré avant d'être maîtrisé par la garde présidentielle. Arme à la ceinture, le porte-parole du gouvernement affirme que la situation est désormais sous contrôle, évoquant une tentative de déstabilisation. La situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué. Toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Une attaque survenue quelques heures après la visite du ministre chinois des Affaires étrangères à N'Djamena. Wang Yi s'est entretenu avec plusieurs dirigeants tchadiens, réaffirmant l'engagement de la Chine à contribuer au développement du Tchad. Vous êtes arrivé au moment où le Tchad décide de s'affranchir de la tutelle des forces étrangères sur son territoire et de se tourner résolument vers le développement. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, laissons Ababa planter le décor. Oui, alors l'attaque contre le palais présidentiel qui a frappé, donc c'était dans la nuit du 8 janvier 2025. Donc, selon le gouvernement tchadien, un commando d'environ 24 personnes a tenté de pénétrer dans l'enceinte de la présidence. Le bilan a fait 20 morts au total, donc 18 assaillants tués, 2 gardes du palais tués, donc 2 militaires tués et 3 gardes blessés. Alors, le porte-parole du gouvernement, Abderrahmane
Koulamala a déclaré que la situation aujourd'hui était totalement maîtrisée, que la tentative de déstabilisation a été éradiquée. Et il a qualifié les assaillants de ramassis de pieds nickelés sous l'emprise de drogue et d'alcool. Tout de même, les motivations des assaillants restent floues. Une attaque qui soulève encore de nombreuses interrogations. Alors pourquoi? D'abord, il y a une tentative de déstabilisation dans un contexte politique fragile. En gros, cette attaque survient dans un contexte politique tendu au Tchad qui traverse une période charnière. Il y a eu les élections présidentielles en 2024 où Mahama Idriss Déby a été élu président. Ensuite, en novembre 2024, le Tchad a mis fin à son accord militaire avec la France, marquant la fin de 60 ans de coopération militaire. Le pays fait face à des menaces djihadistes, notamment de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Et des élections législatives ont eu lieu le 29 décembre 2024. À ce jour, on attend toujours les résultats qui doivent être donnés au plus tard le 3 février 2025. Et il y a les élections régionales et locales qui sont prévues pour les 28 et 29 décembre 2025. En plus, on pourrait rajouter que le président Déby menace de quitter la force multinationale mixte régionale contre le terrorisme. Et autre chose, l'attaque est survenue quelques heures seulement après la visite du ministre chinois des Affaires étrangères. Cette coïncidence soulève parfois des interrogations sur un lien possible entre les deux événements. Alors, sans doute il y a des zones d'ombre, mais l'enquête suit son cours. La France, par contre, en toile de fond, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires parlant de la France, l'attaque survient alors que les relations entre le Tchad et la France sont tendues. Ce pays a mis fin à 60 ans de coopération militaire avec Paris, exigeant le retrait des troupes françaises d'ici fin janvier 2025. Bien que rien ne prouve un lien direct entre cet incident et la France, ce contexte géopolitique pourrait avoir influencé des motivations des acteurs internes ou externes, cherchant à tester la stabilité du régime. Donc, quels sont les enjeux pour l'avenir du Tchad suite à cette attaque? Merci beaucoup, Baba Dème. Et effectivement, pas mal de réactions concernant donc, cette attaque. Donc, tentative de déstabilisation, finalement tentative d'assassinat, simple attaque d'assaillants, comme décrit par le ministre donc, de la Communication Abderrahmane Koulamala, comme des jeunes désorganisés et sous l'influence de l'alcool et de drogue. Finalement, comment qualifier donc, cette attaque? Déstabilisation, simple tentative de meurtre, comme l'a dit le président tchadien, c'était une tentative de meurtre pour stopper donc l'élan vers la souveraineté que Déby est en train de mener. Qu'est-ce qui s'est passé au Tchad? Je pense que ça rappelle un peu ce qui s'est passé au Mali avec l'attaque sur l'école de gendarmerie. On a l'impression qu'aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus des commandos qui vont directement soutenir les forces spéciales africaines pour prendre le contrôle du palais. Donc on envoie des drogués, des personnes comme ça pour déstabiliser effectivement les États libres et souverains. Cette attaque, pour moi, c'est réel, il faut le prendre au sérieux. Je pense qu'il y a réellement des gens qui sont derrière et qui cherchent effectivement à déstabiliser les Tchad. Parce que le Tchad, il est en train de virer et prend une décision qui est vraiment importante pour sa souveraineté. Il est en train aussi de lier des alliances, notamment avec la Chine, avec la Russie. Vous pensez que c'est lié tout ça? C'est-à-dire que oui, le fait qu'il ait pris la décision de faire partir les militaires français, le fait qu'il redéfinisse sa stratégie internationale à tous les niveaux, que ce soit militaire, économique, etc. Effectivement, il faut comprendre que le Tchad, c'est un pays qui a toujours été en étroite collaboration, en étroit lien avec la France. C'est les soldats tchadiens qui ont été les premiers à intervenir dans les Sahel pour contrer justement les djihadistes. Donc cette séparation fait très très mal à la France. Cette séparation met l'armée française, et surtout dans sa position géostratégique dans la région, met l'armée française dans des positions extrêmement complexe. Effectivement, mais par contre, le ministre quand même et le porte-parole du gouvernement réfute l'hypothèse d'une attaque terroriste. Il insiste dessus. Pour eux, c'est un événement, voire un non-événement. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut voir les choses parce que ces gens-là, ils ne vont pas se lever le matin et prendre la drogue et se dire tiens, on va aller attaquer. Pour vous, il y a anguille sous roche. Oui, bien sûr, il y a forcément quelqu'un qui est derrière et qui les a poussés justement à agir. Effectivement. Et du coup, pour ma part, vu qu'on peut
uniquement partir sur les suppositions tant on n'a pas véritablement tous les éléments nécessaires. Je pense qu'il faut plutôt pouvoir qualifier cet événement comme étant un acte isolé, sinon un acte dû à la crise, à la crise ou du moins aux tensions politiques qu'il y a au niveau local en ce moment. Il faut aussi pouvoir dire que, comme Baba l'a également dit dans l'introduction, c'est qu'effectivement il y a eu l'élection présidentielle qui a donc eu lieu au courant 2024, contestée par Succès Masra et un certain nombre de personnes sur le territoire. Il y a aussi également eu les élections générales et on se trouve toujours dans l'attente des résultats de ces élections. Donc ça a eu lieu fin décembre, janvier. Donc il y a un contexte quand même au niveau local qui peut potentiellement justifier un petit peu cette attaque qui a eu lieu, d'autant plus qu'elle ne semble pas être une attaque ultra organisée. Hein. On parle quand même d'un certain nombre de jeunes drogués, alcoolisés. Donc voilà, j'inscrirais davantage ça comme étant un acte isolé, plutôt que ayant tendance à voir ça comme une ingérence étrangère. Beaucoup n'y croient pas et étrangère. sont plutôt d'accord avec vous, Monsieur Sow. Arrête de nous raconter des balivernes en disant que c'était une petite situation, que des tirs se déroulent aux alentours de la présidence. C'est très inquiétant. Les autorités devraient regarder cette situation de très près. Oui, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça. Si c'est des simples bandits qui vont juste attaquer, ils vont peut-être attaquer des marchés ou attaquer quelques commerçants pour les piller. C'est dans ce genre de situation, ces gens-là, si c'est des drogués, agissent souvent comme ça. Mais on ne s'attaque pas directement à un palais présidentiel, sachant qu'il y a des militaires, qu'elle est bien protégée. Donc, c'est une façon aussi de montrer en fait l'insécurité qui existe dans ces pays-là. Mais quand c'est des bandits quand même, permettez-moi de dire, les bandits, ils sont quand même un peu conscients des enjeux aussi. Donc je pense que réellement il y a une réelle motivation derrière et il y a vraiment des enjeux qui sont très importants pour certains pays et je ne serais pas étonné si demain nous avons des informations qui disent qui prouvent qu'il y avait des forces étrangères qui essaient de déstabiliser le Tchad. Bien sûr, et pour le coup c'est intéressant et c'est un point important. Que révèle cet incident concernant la sécurité intérieure du Tchad quand même. Surtout la sécurité du palais. Parce que les images ont été sorties, hein, les images du palais par rapport à l'incident. Mais eux, ils avaient que des coupes-coupes et des coupes-coupes et des machettes et des couteaux. Imaginons juste s'ils avaient des armes, ils auraient pu faire un carnage. Parce que quand on voit les images, il y a un qui a été surpris. Et deuxièmement, il y a un autre qui entre dans le palais sans doute pour aller chercher le renfort. S'ils avaient des armes, ils auraient pu... Et en plus, il y en a qui sont entrés dans le palais. Et il y a eu des morts, il faut aussi le souligner. Il y a eu quand même deux morts et 18 assaillants qui ont été tués, neutralisés. Tout à fait, ouais. Donc, effectivement, situation un petit peu difficile au Tchad. On ne sait plus trop où se placer. En tout cas, on a vu quand même le porte-parole du Tchad qui a un petit peu peut-être parlé trop vite, qui s'est peut-être montré l'arme à la poche un peu trop vite et finalement le lendemain revient avec, comme il dit, une posture plus diplomatique. Le soir même. Il y a eu quand même pas mal de couacs au niveau de la communication et ça, je pense qu'ils l'ont vu, ils l'ont compris. Et beaucoup d'incompréhension. Merci beaucoup Babadem. Merci à vous Monsieur Sow pour votre présence sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Nous sommes au terme de cette émission. Merci Baba ainsi que Cyril. Donc rendez-vous la semaine prochaine au même endroit pour d'autres sujets qui ont fait parler d'eux et surtout qui vous ont fait commenter. Allez, bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine.